Et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue avec Ariane Widmer du canton de Genève, de l'Office de l'urbanisme, urbaniste cantonal, et Marion Charpier-Pruvot du pôle genevois français pour cette deuxième session de notre série de conférences destinées à la transition du Grand Genève. Nous avons lancé cette série de conférences à la suite de la consultation du Grand Genève et qui a pendant 2 ans occupé nos esprits et nos actions pour arriver à construire de manière collective une série d'hypothèses, de visions sur l'évolution de cette évolution urbaine et territoriale du point de vue de la transition écologique qui est sans doute aujourd'hui le défi majeur. Notre hypothèse donc était de reprendre ces travaux et leur donner maintenant une approche plus publique, plus, on va dire, ouverte à la discussion avec le public, alors que jusque-là, jusqu'au 24 septembre dernier, elles étaient cantonnées, ces travaux étaient cantonnés dans les discussions entre experts, entre guillemets, justement pour pouvoir discuter de manière plus ample, plus transversale, des questions qui ont non seulement surgi de ces travaux, mais aussi des questions surtout qui préoccupent les acteurs du territoire, d'une part, bien sûr, les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, les citoyens, les associations, en tout cas, le système d'acteurs qui aujourd'hui représentent ce territoire qu'on appelle Grand Genève. Un terme, bien sûr, je rappelle, n'est pas là pour faire jouer la grandeur, c'est pour expliquer la taille de ce bassin de vie et de ce périmètre de cohérence qui nous semble important à discuter si on veut aller de l'avant dans l'urbanisme du futur. Alors, dans cette série de conférences, cette deuxième session d'aujourd'hui est consacrée au réseau et à l'énergie, qui est un thème très, à première vue, technique. Certains parmi vous, sans doute, ne sont pas à l'aise avec ce type de discussion et ce type de questions posées, mais en même temps, il ouvre à des hypothèses, à des questions de projet, à des questions de participation et bien sûr à des questions de pratique du territoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Pierre-Jean Craste, qui est vice-président du pôle métropolitain et délégué au projet d'agglomération du Grand Genève, président de la communauté de communes du Genevois, qui va nous proposer une petite introduction, une petite allocution. Pierre-Jean Craste, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Panos, bonjour à tous. Je retiens de votre introduction le terme les réseaux peuvent et l'énergie peuvent sembler être des termes techniques parce que c'est vrai que de prime abord, lorsque j'ai regardé le programme de second cycle de conférences, je me suis dit finalement les réseaux et l'énergie, à part un panel d'experts, ça va intéresser qui? Et en me penchant là-dessus, en refeuilletant les documents, je me suis rendu compte qu'à la fois dans nos politiques d'aménagement et nos pratiques d'aménagement, les réseaux ont déjà un rôle central et demain l'auront davantage. Pourquoi? Parce que, vous l'avez rappelé, les enjeux de la transition écologique avec diminuer nos consommations, si possible les décarboner, celles qui restent, augmenter la production d'énergie et si possible renouvelable. Derrière ça, il y a des enjeux qui sont absolument importants et c'est ce qui permet de dépasser la technique, des enjeux de comportement et dans des enjeux de conséquences sur l'aménagement du territoire et sur l'aménagement des espaces publics qui sont partagés par les gens. Et aussi, il y a des enjeux sur des changements de pratiques qui peuvent faire peur aux gens par rapport à des nouvelles technologies. Je vais y revenir. En prenant un peu de recul sur la pratique des réseaux, en tout cas de ce que je connais de la France, parce que je sais que les modèles allemands sont différents. En France, il y a que ce soit sur l'eau ou l'électricité, ça a été une gestion centralisée des réseaux, un producteur unique qui distribue, alors qu'en Allemagne, il y a effectivement beaucoup de production de coopératives décentralisées. En tout cas, la France, le modèle français était celui-ci. Je sais qu'au niveau de la Suisse, ça se gère au niveau des États. Et on voit que depuis quelques années, eh bien, il y a de nouveaux enjeux, à la fois avec des productions locales, à la fois, et donc la gestion globale d'un réseau qui doit intégrer des productions et des injections dans le réseau, que ce soit du gaz, que ce soit de l'autoconsommation ou de l'injection dans le réseau d'électricité. Il y a des grands enjeux aussi de baisse de ces consommations. Des investissements qui sont faits sur de long terme, que ce soit en eau, en électricité, avec des modèles qui changent assez rapidement.
tous les pouvoirs publics qui investissent se soucient de l'amortissement de nos investissements. Et lorsqu'il y a une baisse des consommations, ce qui est absolument formidable, l'économie de l'eau, l'économie de l'électricité, ça met à mal les modèles économiques. Et on se retrouve devant ce choix cornélien. Est-ce qu'on encourage la baisse, qui est salutaire au niveau de l'environnemental, mais qui pose des problèmes au niveau des logiques économiques? Penser les réseaux, enfin en tout cas les changements des réseaux tels qu'ils sont là aujourd'hui, moi je trouve que ça met en tension un certain nombre de sujets. On va remplacer peu à peu le transport d'énergie par un stockage d'énergie locale, que ce soit sur le développement de filières bois, la question de l'hydrogène, qui est aussi un stockage local et qui pose, qui a à la fois des grandes solutions et qui pose des enjeux locaux. Il y a le sujet de récupération de l'énergie. Et la loi, en tout cas en France aussi, va supprimer la capacité de brancher des nouveaux logements au réseau de gaz. Donc, il y a des grands réseaux de gaz qui ont été investis et demain, c'est la mort du gaz, en tout cas s'il n'est pas du gaz vert dans les opérations de logement. Il y aura des développements de réseaux de chaleur locaux. En matière technologique, il y a des investissements qui ont été faits il y a quelques années dans le câble, et puis ensuite la fibre, la 5G. On se rend compte qu'il y a des réorientations technologiques qui sont très rapides et qui posent des questions d'amortissement et qui posent des questions d'acceptabilité aussi de cette solution. Je ne sais pas si on va parler d'hydrogène, mais l'hydrogène, qui est une solution extraordinaire, si la population, s'il n'est pas d'expliquer à la population les risques de l'hydrogène par rapport au risque d'explosion, par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir, comme sur n'importe quelle énergie, eh bien, ce qui peut être une solution pourra devenir un problème parce que, on le voit avec la crise du Covid, la notion même de gestion du risque n'arrive pas à tous les étages au sein de la population. Un exemple récent sur les changements de trajectoire et la difficulté à anticiper le dimensionnement des réseaux, je parlais des réseaux de voirie et de transport. Les réseaux de voirie et de transport ont été créés pour la voiture, et puis depuis quelques années, des décennies, eh bien, c'est un réseau est retransformé au profit des transports publics, au profit des modes doux, et tout ça ne se fait pas sans difficulté. Donc, moi, je serais particulièrement intéressé dans les présentations sur à la fois cette dimension de changement de trajectoire qui est très rapide et qui s'accélère de plus en plus. Lorsqu'on dit que dans quelques années, que ce soit en 2025 ou 2030, soit en 2025, certains véhicules thermiques ne seront plus acceptés dans les villes, soit en 2030, certains véhicules thermiques ne seront plus vendus, eh bien, ça va accélérer de manière très, très forte le déploiement de nouveaux réseaux et ça va poser la question de l'amortissement de ces infrastructures avec des investissements forts. Des stations hydrogène un peu partout en France. Quand vous voyez la difficulté à poser des antennes de 5G, je ne rentre pas dans le débat de la 5G, mais toute nouvelle infrastructure pose un problème, puisque dans les villes, on est en permanence dans des conflits d'intérêts, chaque mètre carré est occupé, et donc trouver de la place pour des nouvelles infrastructures de réseau, eh bien, ça posera la question de l'acceptabilité, de la pertinence de cette solution. Il faudra beaucoup d'explications. Voilà ce que je voulais dire sur cette dimension de la place des réseaux dans la ville et des choix sociétaux. J'attendrai aussi de vous évidemment, que ce soit au cas particulier sur le Grand Genève et cette spécificité transfrontalière, avec finalement des réseaux d'eau qui sont assez bien partagés, je crois, en termes transfrontaliers, des réseaux d'énergie beaucoup moins, et comment dans cet aménagement du territoire, on arrive à coller des cartes les unes à côté des autres, on peut peut-être mieux anticiper ce déploiement d'infrastructures nouvelles et qui va arriver très, très vite. Merci beaucoup, Pierre-Jean Craste. C'est vraiment des sujets que j'avais touchés qui sont critiques. Et je pense que vous avez mis sur la table des enjeux et des problèmes pas du tout secondaires, ce qui nous rappelle que les villes des derniers 50, 60, 100 ans, que dis-je, 100 ans, sont pratiquement des villes qui suivent un urbanisme des réseaux, en réalité. C'est l'urbanisme des réseaux qui a dominé la pensée de la ville depuis pratiquement après la guerre, et donc qui a fait que les villes se sont finalement avérées des systèmes métaboliques sans égal, mais aussi sans limite. C'était l'univers extensible sans limite des villes qui métabolisent et avalent, qui absorbent tout ce qui passe, et surtout la campagne, et qui met tout ça dans une nouvelle formation amoeboïde qu'on pensait sans appel, jusqu'à ce que le Covid a montré que les villes peuvent devenir
des campagnes sauvages et que les habitants des villes empruntent volontiers les réseaux, mais dans notre sens, à l'envers, pour les abandonner. Donc, pour exploiter l'existence des réseaux de communication en restant loin des villes, mais tout en menant une vie urbaine par ailleurs. Donc, si les villes ont conquis le territoire par le réseau, c'est finalement les réseaux qui ont conquis les villes, qui sont restées, si vous voulez, comme une espèce de Verflecht, on dit en allemand, comme une espèce de grille qui, un peu comme on se rappelle à Italo Calvino, les villes invisibles, comment il décrivait les villes qui avaient perdu leur masse et qui étaient restées juste les réseaux. Et donc, et qui, finalement, ce qui compte, c'est les réseaux qui transfèrent le flux et qui créent parfois aussi des villes poubelles et des territoires poubelles parce que justement, le réseau devient obsolète, comme nous diront tout à l'heure nos collègues. Et on est en train de construire une terre qui devient poubelle de nos réseaux obsolètes, de l'obsolescence des réseaux programmés. Et on est en train de rajouter tout ça l'un au-dessus de l'autre. Donc, ou pas, ou y a-t-il une autre solution? C'est ça qu'on voudra voir avec nos deux invités. Quid donc de l'éternelle beauté, entre guillemets, de nos cités, dans cette nouvelle phénoménologie de la Terre, où ce qui compte finalement, c'est d'une part la survie et la santé, on vient de le voir, la première chose. La deuxième, c'est la solidarité, et finalement, on espère la prospérité. Je rappelle que tout ça, ça nous amène à une situation inconnue auparavant, aussi bien par les sciences humaines que par les sciences exactes, ce qu'on appelle en anglais « the wicked problems », les problèmes pernicieux, c'est-à-dire les problèmes dont la résolution est quasi impossible. Et que si on essaye à travers disons, nos travaux d'architectes urbanistes et paysagistes à résoudre les problèmes, probablement la seule chose qu'on va faire, c'est de les compliquer. Donc la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos capacités à projeter, à QT et à imaginer le futur. C'est pour ça que nous avons invité deux des équipes qui avaient participé à la consultation du Grand Genève, une équipe qui était co-représentée par Marc Armango et Mathias Armango. Marc, qui est philosophe et membre de l'Agence pour la réconfiguration territoriale, AWP, et professeur à Paris-Malaquais, d'une part, et d'autre part, Oscar Buzon, architecte urban designer et directeur de l'équipe du bureau RAM 404. Donc, nous allons demander à ces deux collègues à nous présenter leurs travaux et leurs pensées sur ces questions. On commence par Marc Armango. Merci beaucoup, Panos. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce travail. Je vais me promener rapidement dans certaines des épaisseurs du boulot. C'est une étude qui cumule plus de 1000 pages, mais ce n'est pas ce nombre de pages qui compte, c'est plutôt la raison pour laquelle ça a nécessité un travail d'approfondissement aussi significatif, qui est que la situation du Grand Genève, à cheval sur 2 pays et un nombre important d'organismes et de structures de gouvernance, rendait nécessaire une investigation de détail. Voilà. Alors, notre équipe, juste pour le rappeler très rapidement, était portée principalement donc, par l'agence AWP, avec le laboratoire ALICE de l'EPFL, que dirige Dieter Dietz. Et puis, nous étions conseillés sur les aspects techniques par la Fondation AIA Environnement et AltoStep, et tout un groupe d'experts dont je voudrais dire qu'ils ont joué un rôle extraordinaire et qui reste en partie à exploiter. Plus une étude est riche, plus ensuite il faut faire un travail pour le déployer. Je voudrais saluer en particulier les contributions de Yann Moulier-Boutan de l'Université technologique de Compiègne, qui est le fondateur de la revue Multitude, bien sûr, Géraldine Flieger de l'Université de Genève, qui est aussi élue au bord du lac Léman, dans une commune qui est en partie en Suisse et en partie en France. Et voilà, et tous les autres, Jean-François Capeille, qui est venu apporter à la fois son expérience de l'architecture des réseaux, mais aussi de la problématique de la santé sur laquelle il travaille actuellement. Voilà, donc, notre collaboration prenait un sens particulier parce que nous étions bien à Genève, que Genève est une machine à interpréter l'environnement, sa position au bord du lac,
sa position dans un territoire exceptionnel, à la naissance du Rhône, et qui fait que depuis maintenant 150 ans ou plus, le destin de la ville est inséparable d'une pensée des réseaux, et d'une pensée des réseaux qui est à l'échelle de la nature. Donc on peut dire que l'horizon projectuel stratégique est contenu dans l'histoire même de Genève. La question qui est posée, c'est est-ce qu'à l'échelle du Grand Genève, on retrouve les mêmes qualités et les mêmes atouts, et comment est-ce qu'on fait pour développer un projet qui arrive à transpercer les murs, puisque quand on voit cette carte, on comprend de manière sommaire qu'on a dû parler à un très grand nombre d'acteurs, notamment du côté français. Les Français sont très friands de multiplication d'organismes. Ça a son efficacité, mais enfin, pour notre travail, en tout cas, ça a été ahurissant, puisqu'en fait, chaque réseau a son mode de gouvernance, ses pratiques et son habitude de communiquer ou pas sur la manière dont il travaille, sur les volumes de production, etc. Donc, ça a été une enquête très passionnante, mais qui soulevait sans cesse la question de la frontière. Pourquoi est-ce que c'est important que je le répète aujourd'hui? C'est que si on n'avait pas été dans une condition transfrontalière, peut-être que la forme géométrique des réseaux, la forme spatiale, la forme territoriale aurait été moins importante, et qu'on aurait pu se contenter d'une réflexion sur les performances et sur les modes technologiques. Mais à partir du moment où vous avez la frontière qui va venir rajouter des conditions spatiales contraignantes, vous êtes obligé de repartir d'une réalité. Alors cette réalité, elle se complique, comme vous le savez, avec la pression climatique. Voici des chiffres que nous proposions en début d'étude. 3 scénarios. Un scénario, en gros, qui pourrait monter jusqu'à 1 degré de réchauffement au cours du siècle, un deuxième jusqu'à 2 degrés, le troisième au-delà de 3 degrés, et supportant chacun des modes de réflexion et de planification des réseaux complètement différents. Le premier, on continue comme on sait faire, mais en mieux. Le deuxième, on apprend à faire autrement. Le troisième, on gère avant tout les conséquences catastrophiques du réchauffement. Les réseaux sont effectivement à la fois un révélateur de la contrainte climatique. Dans le cas de Genève, on sait qu'on doit s'attendre à la fois des phases de sécheresse intenses, mais aussi à des précipitations violentes plus fréquentes, et que précisément, c'est ça qui va mettre les réseaux sous tension, à la fois au plan énergétique, au plan du refroidissement plutôt que du chauffage, et on voit bien que la précision de certains réseaux qui sont finement dimensionnés pour répondre à des conditions contemporaines ou à des évolutions, disons, qui correspondent en gros à l'idée d'un réchauffement de plus 1 degré, ne résisteront pas à des poussées plus violentes. Les prévisions du GIEC, entre-temps, ont été aggravées. Vous pouvez rajouter au moins un demi-degré à ces 3 scénarios, qu'il faut lire à la fois de manière progressive pour les 50 ans qui viennent, mais aussi de manière parallèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir un scénario par exclusion des 2 autres. En réalité, il faut faire les 3. Alors, comme je vous l'ai dit, il a fallu regarder le réel. On l'a fait à la fois avec les étudiants de l'EPFL, qui sont allés explorer la manière dont les réseaux structurent, bref, de manière invisible, ces territoires. Ils sont allés les arpenter, les interroger. Ils ont appris à les regarder, les dessiner, mais aussi à les faire partager. Et puis, il y a eu tout un travail d'exploration de l'impact de ces réseaux, là où ils émergent, là où ils rencontrent la nature, là où ils laissent des traces, là où on sait qu'ils sont présents pour une durée de temps limitée, mais ils sont bien là, là où ils touchent des situations idéalisées de la nature ou de l'agriculture, là où parfois même les opérateurs de réseau, ici c'est une opération des services industriels de Genève, hein, qui remettent en eau des fontaines, qui organisent des promenades. Donc la précision avec laquelle les réseaux sont gérés génère même des qualités d'espace dans des sites qui sont assez à l'écart des parcours habituels. Voilà, je ne détaille pas ces photos, elles servent à se remettre dans les échelles du territoire, dans ses qualités et dans la réalité de l'impact de ces réseaux sur ce paysage.
avec une caractéristique intéressante, c'est que le Rhône ne décide pas s'il coule en France ou en Suisse, pas plus qu'on ne peut distinguer à l'œil nu si on voit une usine d'électricité qui est en France ou en Suisse. Donc il y a cette espèce de douce confusion des systèmes, voilà un poste frontière, voilà, de quel côté de ce champ est-ce que vous êtes, dans quel pays, qui pose aussi un peu la question de la persistance de l'effet frontière. Voilà un site exceptionnel qui a été déjà entièrement repensé pour accueillir une pensée prospective sur l'usage de l'eau. Ça, c'est la citerne où des truites testent l'eau tous les jours pour vérifier qu'elle est bonne pour la santé. Alors, une autre approche du problème, et là aussi, je vais être obligé d'aller vite, mais il est nécessaire pour faire du projet de comprendre cet effort, c'est celui d'avoir dessiné le passage de tous les réseaux majeurs, et même de certains qui ne sont pas majeurs, mais qui nous paraissaient être néanmoins importants, avec une zone dense que tout le monde comprend, entre essentiellement Genève et Annemasse, et puis des fils, notamment le fil de l'eau, qui viennent servir d'accroche pour tout un tas de réseaux qui sont, eux, donc distribués de manière très différente. On n'est plus dans une logique concentrique, mais sur des linéaires. Alors, ça nous a donné tout un travail sur des couches de l'organisation systémique du territoire, les écosystèmes, la géologie qui fait partie de cette problématique parce qu'elle sert de support à de la captation de chaleur et bien peut-être un jour de la captation d'eau. Tous les réseaux d'eau dans lesquels on se pose à la fois la question de la captation d'eau, de sa distribution, de son épuration et de sa réintroduction dans la nature, avec tout un tas d'enjeux dont je vais parler assez rapidement. Puis on a travaillé aussi avec tout un tas de superpositions. Je vais très rapidement à une carte qui indique une manière de dessiner la présence des réseaux d'électricité dans le territoire, ceux des hydrocarbures et du chauffage. Du côté suisse, notamment, il y a beaucoup de géothermie. Un travail sur la collecte et le traitement des déchets. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on n'est plus en train de dessiner un réseau réticulaire, mais on est en train de dessiner des allers-retours, on est en train de dessiner du mouvement. Et on se rend compte qu'il y a des positions de traitement de réseau qui sont très à l'écart des zones denses et qui sont situées en France, mais même assez loin en France. Donc ça, c'est un des aspects qui est ressorti, c'est qu'il y a des choix technologiques, des choix d'emplacement qui ne sont pas du tout concertés et qui, en eux-mêmes, génèrent des aberrations écologiques dont il faudrait probablement discuter, parce que certains sites de traitement de déchets, par exemple, n'existent que côté français. Donc, de toute façon, ça a bien une fonction régionale, et pourtant, ce n'est pas pensé en tant que tel. Il y a tous les aspects des réseaux de mobilité sur lesquels je reviendrai au travers du travail de l'EPFL, les réseaux numériques, et puis la superposition. Cette carte, elle est volontairement saturée, elle ne cherche pas à exprimer une vérité, mais elle cherche à révéler finalement la puissance de cette strate du réel, qui est constituée uniquement de systèmes techniques et qui est une condition sine qua non du fonctionnement des sociétés humaines d'aujourd'hui. Je vais passer sans expliquer les documents, simplement pour que vous vous rendiez compte de l'épaisseur et de la variété même de l'enquête que ça représente. On a repris les grands thèmes que vous venez de voir, qui étaient les cartes de début, et puis ensuite on a commencé à plonger la tête la première. Dans quelle mesure est-ce que les trames des espaces naturels peuvent être vraiment vus comme des réseaux? Il faut vraiment le dessiner. Il y a plusieurs manières de le dessiner, il y a plusieurs manières de le comprendre, même en fonction des saisons. Donc c'est tout un travail sur réseau hard, réseau soft, réseau vivant, réseau technique, réseaux obsolètes, réseaux qui sont capables de progresser. Bon. Et puis, la deuxième chose qui est importante dans ce travail, ça a été de resituer des logiques de réseau dont les effets sont locaux dans des systèmes qui sont parfois à l'échelle binationale de l'Europe de l'Ouest, voire continentale, quand on parle du gaz, puisqu'il y a une partie du gaz qui vient d'Algérie, qui arrive en France, et puis qui remonte vers le haut, ou qui arrive de Russie. Donc, on est aussi, avec les questions de réseau, dans des enjeux géostratégiques, et les réflexions sur le gaz, comme vous le savez, sont à la fois motivées par des arguments écologiques, mais aussi par la volonté de ne pas être dans des relations d'obligation vis-à-vis de la Russie
ou d'autres pays autoritaires. Ce qui était très, très important dans ce travail, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est faire projet de faire ce travail, hein. C'est de révéler le fait qu'en isolant une couche, c'est pas simplement en montrant toutes les couches ensemble, mais en isolant une couche, on fait apparaître une structure qui peut avoir son efficacité. Donc, on est bien dans la révélation de performances spatiales des réseaux, leurs occupations, leurs interconnexions, leur superposition. Voilà. Et puis, vous voyez que bon, ça fait partie aussi de qui nous sommes collectivement. Ça engage des différentes techniques graphiques, différentes manières de prendre le pouls du réel. Voilà. À partir de là, je vous ai donné un peu les éléments de la manière dont on travaille. Voilà, ça c'est à propos des déchets. Ici, on est sur les transports. Sur la logistique, sur la communication et le numérique. Là où on rentre dans quelque chose qui se rapproche plus de l'opérationnel, c'est que nous avons décidé de faire des échantillons qui correspondaient à des territoires qui sont, au plan foncier, administrés par des organismes de réseau, pour essayer de lire la manière dont les réseaux nécessairement cohabitent à plusieurs. On n'a jamais que de l'eau ou que de l'électricité ou que du gaz. Et dans cette trentaine de sites que nous avons analysés, sont apparus des enjeux de projet qui sont extrêmement concrets. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une station d'épuration en France et puis aussi une en Suisse à 100 mètres de distance? Les deux sont obsolètes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une station d'épuration qui déverse en amont, côté suisse, de l'eau épurée? Vous savez qu'une eau épurée, elle est impropre à la consommation parce qu'en fait, elle est complètement déminéralisée, donc elle a besoin de se renaturaliser d'une certaine manière en étant rejetée dans l'eau. Et puis que côté français, quelques centaines de mètres plus bas, on la pompe pour faire de l'eau potable. Parce qu'on passe la frontière, on ne respecte pas les distances qui seraient imposées à l'intérieur du droit suisse ou du droit français entre deux de ces infrastructures. Il y a tout un tas d'autres cas de ce type-là, donc, où on voit que l'effet frontière doit vraiment être pris en compte parce qu'il a un coût environnemental et il probablement pompe de l'énergie, pompe des ressources et pourrait faire l'objet de projets beaucoup plus intelligents et efficaces. Voilà. Quand je dis intelligent, ce n'est pas pour critiquer un manque d'intelligence, je me projette. Donc, site par site, on se rend compte que, tiens, il y a un site au pied du Jura qui est en côté français, qui est au-dessus d'un site suisse, ils ne communiquent pas entre eux. En fait, ils pourraient avoir une gestion commune de l'eau pour des raisons évidentes de structure gravitaire. Donc voilà, ce travail sur les échantillonnages, ils sont classés par type de site, par type de problématique. Vous regardez, il y a des mots-clés qui vous permettent de comprendre ce qui est en jeu. Il y a une légende. Et le document qui est à droite, qui est un drôle de dessin quand même, eh ben, c'est la carte que vous avez vue au début, qui était à l'échelle du Grand Genève. Et quand on zoome, on obtient ce niveau de précision ou d'imprécision. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi que un des enjeux qui explique que la question des réseaux n'ait pas été tellement envisagée comme une question de projet, c'est que c'est très difficile de les penser à la fois dans leur extension et dans leur existence locale. Alors que, aussi bien dans leur valeur de système que dans leurs émergences et dans leurs interactions, il y a un potentiel de projet, il y a ce qu'on appelle nous un gisement de projet absolument exceptionnel. Je ne vais pas détailler, mais on s'est mis même à pondérer l'analyse des sites pour eux-mêmes en disant non, mais ils sont tous connectés à d'autres sites. Donc, on analyse un site premier et ensuite, on le met en relation avec un site qui est nécessairement, techniquement impliqué, donc de manière invisible, qui est comme un écho, qui est comme un jumeau, qui est comme l'âme et le corps. Voilà. Et donc, ça, ces éléments-là, c'est quand même très important parce qu'on peut repérer un enjeu de réseau à un endroit donné et finir par comprendre que si projet il y a, c'est 5 km en amont. Donc les réseaux ne sont pas non plus objets de projet là où ils apparaissent ou là où on repère un blocage.
Donc, c'est aussi tout un langage et une pensée en soi et qui nécessite disons que d'avoir fait ce travail permet de le comprendre, mais il est évident que notre souhait aujourd'hui, c'est de travailler avec les différents services techniques pour, à partir des données qu'ils nous avaient communiquées, voir quel retour ils nous peuvent nous donner à l'interprétation qu'on en a faite. Comme toujours, vous savez que ce genre de travaux prospectifs, c'est les meilleurs du monde jusqu'au moment où on les a re-regardés, retravaillés et améliorés. Et alors là, on aura une nouvelle version qui sera formidable. Enfin, c'est un travail qui est nécessairement par nature en cours. Voilà. Alors, en parallèle, le travail du laboratoire Alice de l'EPFL, ça consistait à regarder le paysage et de s'intéresser à une dimension. On va opposer à si AWP regardait le hard, il regardait le soft. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça permet de comprendre. Le soft, pour eux, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire regarder en vert la structure des grands parcs ou des grandes réserves naturelles et se demander dans quelle mesure on pouvait partir de l'intérieur des zones de grands paysages et d'étirer leur qualité vers l'extérieur. Donc, étirer des réseaux de pratiques de la nature dans des territoires qui n'étaient pas des territoires définis par la nature, et inversement, reconsidérer le rôle des routes, en particulier des routes cantonales qui mènent au centre de Genève, pour envisager la possibilité qu'elles jouent un autre rôle à l'intérieur du grand paysage. J'avance rapidement dans les images. La grande idée que porte Dieter Dietz ici, c'est l'idée de dire que, puisque de toute façon on va vers une modification du rôle de la voiture, et que de plus en plus d'entre nous entretenons un rapport de mobilité à des plus grandes distances, y compris de mobilité douce. Les trouées, les percées, elles sont déjà faites, les percées qui permettent l'accessibilité. La question, c'est peut-être l'évolution assez radicale des modes, mais radicale sur 30 ans, 50 ans. On ne va pas supprimer toutes les grosses cylindrées qui circulent aujourd'hui sur ces routes du jour au lendemain. Donc, comment on le fait? Et la question du partage de ces structures a beaucoup occupé son équipe. Au fond, il y a un effet de miroir, c'est-à-dire il faudrait que les routes cantonales aient les qualités des sentiers dans les parcs, et il faudrait que les sentiers des parcs atteignent et rejoignent l'efficacité des grands tracés métropolitains. Alors, pour ceux qui connaissent le travail formidable du laboratoire Alice, c'est aussi un travail en finesse sur l'espace public, sur les emboîtements entre des espaces différents, sur des architectures qui viennent occuper ces espaces, au moins dans des phases de déclenchement. Je vais vous montrer un document rapidement qui fait partie des projets qu'ils ont menés rapidement, qui est celui-là. Donc, une des discussions qu'on avait dans l'équipe en permanence, c'était à quel point est-ce qu'il va falloir faire, quelle place est-ce qu'on peut donner à des projets qui remettent en scène le territoire depuis des situations issues d'une compréhension des réseaux, mais qui ne s'expriment pas forcément de manière technologique, qui s'expriment comme de l'espace, comme des lieux, à partir desquels on peut réenvisager des pratiques de la grande échelle, redéfinir la valeur du paysage, etc. Donc, notre équipe n'est pas exclusivement déterminée par un intérêt technologique pour les figures obsolètes et puis les nouvelles figures de réseau, mais aussi par les espaces qui sont associés au réseau et dans lesquels on peut faire apparaître des nouvelles configurations urbaines et sociales. Alors, quel est le support de tout ça? Et je conclus là-dessus, c'est le fait que des territoires à l'intérieur du canton en particulier, qui sont aujourd'hui disponibles à l'habitation, il n'y en a quand même pas beaucoup a priori, mais que si on commence à regarder les territoires de réseau, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, qui sont des territoires contraints, périphériques, au dos des logiques contemporaines. Donc ça, c'est un document de l'équipe d'Alice. On regarde la question différemment, mais qu'importe, on peut le dire à propos de ce document. Il y a jusqu'à 10% du Grand Genève qui est aujourd'hui, qui correspond à des emprises qui sont gérées par des opérateurs de réseau. Et sur ces 10%, il y a une très faible quantité qui est occupée de manière nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont consommés au titre de réserve, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de réserver de l'espace pour des infrastructures plus grandes. En réalité, tous les réseaux vont vers la miniaturisation. Donc, on se retrouve en pleine ville ou à proximité des villes avec des territoires de réseau qui pourraient muter, en fait.
Mais muter, pourquoi faire? Je vais juste vous montrer un document avec lequel je vais conclure. Voilà. En travaillant presque 2 ans sur ces questions de réseau, on peut résumer notre travail avec ce document. Au centre, vous avez un certain nombre de sites d'échantillonnage sur lesquels nous faisons des propositions concrètes qui sont liées à des opportunités de mutation. Ensuite, vous avez les grands cadrages en rose qui correspondent en gros à l'Arve, à la zone du Pave et au Rhône, qui sont eux aussi des territoires d'opportunité depuis les enjeux de réseau, mais qui ne veulent pas dire qu'il faut y rajouter des réseaux. Il s'agit peut-être simplement de repenser les interactions entre les réseaux existants ou l'évolution de certains réseaux qui sont présents pour obtenir des résultats complètement différents. Alors à la fois dans l'acceptation des questions d'inondabilité, de régime de pluviométrie, de captation des eaux dans le cadre des bassins versants. Enfin, il y a tout un tas de problématiques, évidemment, qu'on a regardé de très près. Donc, ça, ce sont des cadrages qui permettent de questionner le Grand Genève de manière très concrète, opérationnelle. Ce sont des mètres carrés et des hectares disponibles. Disponibles à quoi? Donc, c'est à ça que servent les autres onglets qui sont autour de cette carte. Ils sont là pour servir de variable d'ajustement à la problématique de la pression climatique. Ils sont là pour permettre l'ajustement des réseaux tels qu'ils sont à des besoins nouveaux. Et ils sont là, enfin, pour tirer profit de toutes les situations d'interface entre les logiques de réseau et la ville, les logiques de réseau et le territoire, les logiques de réseau et la production agricole, etc. Donc, je finirai avec cette image pour vous dire que chaque étude qu'on est amené à faire dans une agence comme la nôtre a un caractère différent. Parfois, on est sur des choses extrêmement opérationnelles. On dessine un édifice, un espace public, etc., une infrastructure. Et puis parfois, comme ça a été le cas ici, on pose une question qui s'avère être tellement forte qu'elle nécessite de faire un travail de fond. Donc, il a fallu descendre dans la mine. Et maintenant, il faut remonter de la mine. Donc, je ne prétends pas que nous sommes sortis de la mine. Je pense plutôt que, puisque nous avons fait cet effort de descendre, il faut que parmi ceux qui nous écoutent, les acteurs du Grand Genève, qui aient ce désir un peu de capitaliser sur ce qui s'est fait, mais aussi d'échanger autour des différentes possibilités issues d'un travail tel que celui-là. Pour faire simple, le canton de Genève est un exemple de précision au niveau international. Cette précision, elle risque d'être mise à mal violemment par les changements climatiques. Et inversement, le développement côté français est plutôt dans une logique de rattrapage et donc a une capacité de résilience qui paraît plus simple à gérer même économiquement. Donc on est un peu dans une situation, on est dans deux situations comme toujours, à la fois très différentes, mais qui ont des opportunités, des forces qui doivent pouvoir se combiner pour dépasser un état des choses qui est un peu balkanique et voire un peu médiéval sous certains aspects, malgré toute la beauté et la précision des machines qui sont ça et là dans le Grand Genève, cachées dans les replis des rivières, des montagnes et des champs. Merci. Merci beaucoup, Marc. On propose immédiatement donc à Oscar Bujon à prendre la parole. Je rappelle qu'Oscar Bujon est architecte, urban designer et membre fondateur de l'équipe RAM 404 à Zurich. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Oui. Donc, comme cité déjà avant, c'est une consultation qui a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on discutait avant, ça fait déjà bientôt une année qu'on parle à travers des écrans. On aurait attendu un autre type de présentation publique. On est quand même très heureux de la faire. Mais c'est vrai que depuis la fin de cette consultation, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment au niveau énergétique, dans le Grand Genève, le travail a bien sûr continué. Donc, il est important pour nous, en tout cas, de remettre nos données dans le cadre de la fin de cette consultation qui était plutôt il y a gentiment une année.
Je voudrais aussi remercier toute mon équipe. Une partie de mon équipe, elle est en ligne avec nous. Elle sera heureuse de pouvoir aussi discuter avec vous, en tout cas répondre à certaines questions. Donc, au sein de l'équipe, je voudrais remercier Lucille Hadot de l'équipe du bureau RAM 404, Julia Scott de l'Université de Bâle, Thibaut Parent de Dres Unsum, au niveau de la mobilité Guillaume Privat de M. Schunberg, Lorenzo Stiege de l'Université de Mendrisio et Lorenz Augster, paysagiste à Zurich également. Une des questions qui nous a occupés fortement pendant cette consultation, c'est bien sûr la question de la consommation énergétique. On a développé, à l'époque, c'était une avant-première, je crois qu'entre-temps, il y a eu de nouveaux diagrammes, en tout cas recherches qui étaient faites dans ce sens. C'est donc le 5e diagramme qui représente le flux d'énergie qui entre dans le Grand Genève et qui ressortent. Ce qui est important, au-delà de la précision, c'est de bien comprendre qu'une grande partie, plus de la majorité de la moitié des énergies consommées dans le Grand Genève sont d'origine fossile. Ce qui nous intéresse dans ce diagramme, vous reconnaissez à gauche, ici les entrants énergétiques du Grand Genève et les sortants. On a partagé, disons, au niveau graphique, tout ce qui est en noir, en gris, les produits pétroliers, qui sont aussi générateurs de gaz à effet de serre. Ce qui est important pour nous de comprendre, c'est bien sûr donc la grande dépendance qu'a le Grand Genève au niveau des énergies fossiles qui viennent de l'extérieur, bien entendu. Aussi de comprendre qu'une grande partie de ces énergies fossiles sont directement employées pour les transports. On comprend aussi l'importance de l'énergie consommée au niveau du trafic aérien. Il est important aussi de cerner à quel point finalement les énergies renouvelables sont encore relativement peu importantes par rapport aux énergies fossiles. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a une séparation encore qui résiste finalement d'une logique moderne entre le résidentiel, le tertiaire et l'industriel. Voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est de cerner finalement la question du Grand Genève dans une logique globale. Ici, le tableau de bord de l'Anthropocène, bien connu, donc on sait tous que l'augmentation de l'exploitation des ressources naturelles reliée avec une augmentation de la population mondiale est à l'origine de l'appauvrissement de la vie et de la biodiversité sur la Terre. Et que finalement, dans cette logique globale, le Grand Genève est complètement dedans, je dirais. Quelques diagrammes qui montrent non seulement la courbe montante, mais qui montrent aussi la fragilité d'un système qui peut changer, notamment maintenant avec la question du Covid. Ce diagramme avait été fait encore avant les problèmes sanitaires. On voit le nombre de passagers en 2019 prévu pour 2030. Donc, pour 2050, on aurait pu imaginer un vol de 30 millions de passagers pour Genève. On sait qu'aujourd'hui, la situation est plus compliquée que ça et plus précaire. Néanmoins, il faut considérer que donc, le site du Grand Genève, le bassin du Grand Genève, reste un bassin très intéressant au niveau européen et au niveau suisse, et qu'il sera apte d'accueillir en tout cas plus d'habitants dans le futur, surtout dans une optique d'augmentation de population planétaire. Un des enjeux du Grand Genève sera donc d'absorber cette augmentation de population, de maintenir, sinon pas diminuer la consommation des énergies en général, je dirais, et de changer de split énergétique pour augmenter fortement les énergies renouvelables, en tout cas peu consommatrices, productrices de gaz à effet de serre. La question qui nous a occupés en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes, c'est finalement quels sont nos points de levier pour entrer dans la question de l'énergie et finalement aussi dans la question de l'espace. Le diagramme de Kaya nous a, disons, accompagnés pendant tout le processus, puisqu'il démontre finalement les enjeux ou les points de levier qu'ont les architectes ou l'espace par rapport à l'énergie. En bref, pour l'expliquer, donc la production de gaz à effet de serre est relative ou dépendante de la population, et dans ce cas la Suisse, mais bien sûr aussi du Grand Genève. Elle est dépendante également de la surface énergétique, c'est-à-dire plus de surface on a à chauffer par rapport à la population et plus la production augmente. Aussi donc à la consommation des énergies par rapport à cette surface et à la qualité, je dirais, de ces énergies. Ce qui nous intéresse donc, c'est de comprendre que la surface du bâti joue bien sûr un certain rôle, mais c'est aussi
le territoire en tant que surface emménagée qui joue un rôle important dans la consommation des énergies. Donc la question qui s'est posée à nous, est-ce que le Grand Genève est prêt finalement aussi de quitter le confort que les énergies fossiles lui donnent depuis quelques années? On considère qu'il y a environ 150 millions d'esclaves énergétiques, si on devait traduire le travail en énergie en force humaine. Et puis certes, aujourd'hui, le Grand Genève puise ses énergies en-delà de son territoire, mais la Terre est finie, et donc la question se pose si ce n'est pas au niveau du Grand Genève, mais en tout cas au niveau planétaire. Cette carte de Corbeau nous montre de façon assez directe et claire l'expansion du Grand Genève, dans ce capitaux de Genève, où l'on voit que le centre réduit encore avant la révolution industrielle, était complètement dépendant d'un hinterland énergétique, donc plutôt relatif à une biomasse. On voit une première explosion avec du bâti en rouge relatif à la révolution première industrielle relative au charbon, et une explosion vraiment tout à fait dans le territoire avec une augmentation des zones monofonctionnelles par l'implantation en tout cas des énergies de pétrole et par l'utilisation de la voiture. Donc la question qui se pose à nous, c'est qu'on a construit un territoire par les énergies, biomasse et fossiles dans le pétrole, et finalement on se retrouve coincé dans un espace de façon on est presque prisonnier des énergies qui nous accompagnent ou qui l'ont construit. Donc, premier but, je dirais, pour un projet de transition, c'est de mobiliser les forces naturelles. Donc, nous avons un tout petit peu passé en peigne les énergies naturelles mobilisables dans la région. Et la question est de savoir, finalement, si le Grand Genève a le potentiel de pouvoir fournir en énergie tout le site, c'est-à-dire de remplacer ces 61% d'énergie fossile actuellement. Il y a déjà une très bonne exploitation, je dirais, des énergies liées à l'eau. Ici, un exemple de Verbois, avec, sans oublier donc aussi l'aspect technique derrière ces énergies avec les turbines de cette usine. Le barrage hydroélectrique de Génissia est très important, un des plus grands de France, à proximité du territoire du Grand Genève. Il est intéressant de comprendre que les énergies produites par le courant hydraulique sont déjà passablement exploitées et que le potentiel de générer beaucoup plus d'énergie ou d'électricité par rapport à ça est relativement limité. L'eau est, si ce n'est pas au niveau de ce courant, au niveau de son emplacement géothermique, très important dans la région, étant donné qu'on peut, par l'exploitation des eaux souterraines, fournir en fraîcheur, en chaleur, des quartiers urbains et moins urbains. La géothermie joue un des plus grands potentiels de la région qui est gentiment mis en tout cas en exploitation. Alors il est intéressant quand même de considérer que la géographie souterraine n'est pas dépendante des frontières entre la France et la Suisse, et qu'il est nécessaire d'avoir une très bonne coordination, en tout cas entre les deux pays, pour pouvoir constituer une stratégie du souterrain efficace, mais qui en tout cas offre beaucoup de chances, de potentiel dans le Grand Genève. Le soleil joue aussi un potentiel important, notamment dans les bâtiments industriels, sur les toitures. Le potentiel est relativement limité du moment qu'on mettrait des fermes solaires sur des terrains agricoles, les terrains agricoles étant très précieux dans les territoires du Grand Genève. La biomasse est aussi tout à fait intéressante, notamment dans les petites communes qui se trouvent à proximité des forêts, dans l'exemple de Lucinge qui dernièrement a remplacé, enfin en tout cas a constitué une centralité énergétique biomasse qui véhicule une transformation, une densification du village. Un petit hommage, je dirais, aux acteurs énergétiques qu'on a pu rencontrer dans le territoire. Et la valorisation des déchets également joue un rôle relativement intéressant.
avec des acteurs très importants comme le CERN, qui ont le potentiel de fournir de la chaleur fatale dans les quartiers ou dans les quartiers alentours, les zones industrielles de nouveau. Et ce qui me paraît aussi fondamental, c'est de réintégrer une logique des grands éléments naturels en tant qu'éléments capables de véhiculer des microclimats qui ont une valeur positive sur les quartiers d'habitation existants ou futurs. Cette image nous a beaucoup touchés en visitant les usines de valorisation des déchets, puisque ça représente un tout petit peu le revers de la médaille quand même des énergies renouvelables. Pour vous expliquer, ces objets sont les restes des déchets brûlés à haut degré qui fournissent donc, oui, en chaleur les quartiers environnants, mais qui restent en tant que déchets inutilisables, inexploitables complètement. Et encore maintenant, dans le territoire du Grand Genève, ces déchets sont enterrés sous la terre, couverts par des bâches en plastique, puisqu'ils sont complètement inutilisables. Donc, autant ces déchets créent une pollution importante dans le territoire, mais autant les énergies renouvelables seront limitées par les matériaux rares, et donc ce ne sera pas automatiquement une solution miracle. Donc, à la fin, disons, de cette partie, on a pu constater finalement qu'il n'est pas possible d'envisager dans la consommation actuelle une production locale d'énergie renouvelable dans le Grand Genève. On pourrait imaginer dans un scénario d'habitants constants dans le Grand Genève et dans un scénario d'une société de 2000 watts, par contre, de pouvoir gérer, disons, la production d'énergie de façon plus locale. Ici, on rentre un peu dans des questions projectuelles qui nous ont intéressés et qui ont animé la deuxième partie de notre recherche. Et c'est l'intérêt et l'importance d'harmoniser les réseaux de l'énergie et les réseaux de la mobilité. Et on l'entend ici comme les réseaux électriques, du pétrole et climatiques. Finalement, on donne toujours l'impression que l'énergie n'existe pas, elle est en fuite sous les routes, elle est inexistante, mais elle a un impact également dans nos territoires, ici notamment avec les réseaux de haute tension de Génitia qui vont vers la Suisse. Et finalement, il était intéressant pour nous de considérer aussi dans une situation où après le Covid, l'intérêt c'est de chercher une coordination entre les réseaux énergétiques et les réseaux de mobilité. À la grande échelle, les réseaux de distribution d'électricité connectent déjà des lieux habités importants entre eux et fournissent finalement déjà un réseau qui ne passe pas par des milieux habités importants et qui offre en tout cas la chance de pouvoir accueillir un nouveau réseau de transport à haute vitesse, comme notamment l'Eurotube ou l'Hyperloop, qui après la crise sanitaire ont recouvert finalement un très grand intérêt par aussi la diminution des transports en avion. Il était intéressant et fondamental de considérer finalement la question énergétique non seulement à l'échelle du Grand Genève, mais à l'échelle, disons, en tout cas européenne, puisqu'on peut produire de façon plus intéressante dans différents lieux de l'Europe, au niveau du vent au nord ou du soleil au sud, de l'énergie renouvelable. Donc, l'intérêt de garder un network important et intense en Europe. Une autre harmonisation indispensable, c'est l'harmonisation entre les réseaux du pétrole, qui sont les routes finalement, comme on les considère aujourd'hui, dans une stratégie de transport public à l'échelle de l'agglomération. On a esquissé une stratégie de transport qui propose un concept de ceinture autour d'un centre du Grand Genève et une mise en réseau par un système de transport transversal ferré, comme par exemple tram et des bus. Donc ici, on reconnaît donc une première ceinture, notamment qui réactive les voies de chemin de fer du G, et une deuxième ceinture. Intéressant, en tout cas fondamental pour nous, de considérer que s'il devait y avoir une traversée de la rade, ça devrait être une traversée de la rade pour des transports publics. L'intérêt, c'est donc de créer des lieux, des échangeurs pour abattre donc les circuits
périphériques vers les centres, des centres de ville qui seront dans un futur libérés de voitures, à l'exception de voitures de type covoiturage ou taxi, voire des taxis conduits automatiquement. Bien sûr, non consommateurs d'énergie fossile. Un autre réseau qui nous paraissait extrêmement intéressant, c'est le réseau de nouveau climatique, connu aussi dans Genève par le réseau braillardien, si on peut dire, qui a l'avantage de connecter des qualités climatiques à travers le vent notamment et les éléments naturels en général. Et l'idée est de proposer ici des voies de mobilité douce performants qui puissent aussi être capables d'absorber des nouveaux réseaux d'énergie qui ne soient pas enfouis sous la terre, mais qui soient intégrés dans ces réseaux de mobilité douce importants. Eux qui accompagneraient donc les couloirs climatiques arborés et végétalisés. Important encore, c'est où va-t-on pouvoir transformer la ville actuelle dans une ville plus résiliente ou des lieux plus résilients. Et c'est dans la colonisation de la géographie du pétrole que ces lieux d'expérimentation vont pouvoir s'avérer. La géographie du pétrole est bien entendu la géographie liée étroitement à la consommation des voitures et des produits pétroliers, donc les routes, autoroutes cantonales, mais aussi toutes les zones monofonctionnelles, les zones industrielles. L'aéroport de Cointrin, Simeza, Ziplo, Archamps, mais aussi les zones industrielles d'Annemasse pourront être les lieux d'expérimentation futurs où on pourra vivre, on pourra amener du logement. Et donc, on se doit aujourd'hui de voir ces zones comme des lieux futurs d'habitation. Ici, une esquisse qui montre finalement le potentiel spatial des zones industrielles actuelles qui sont au niveau de la surface construite très peu exploitée et qui jouissent néanmoins d'une très bonne connexion dans l'agglomération en général. Donc l'importance de bien sûr garder la productivité de ces aires, mais d'y ajouter du logement, de la mixité programmatique et des qualités spatiales et environnementales. Nous avons pris un exemple qui pour nous a été un exemple phare, c'est un peu provocateur, mais ça nous donne une vision d'un Grand Genève différent. C'est l'aéroport de Cointrin, actuellement le plus gros consommateur d'énergie fossile du canton et de la région. Il a aussi un impact extrêmement négatif au niveau du microclimat, au niveau des températures et de l'amplitude de température. Donc, les prochaines années, les zones autour de l'aéroport vont souffrir davantage d'îlots de chaleur que le centre de Genève même. Et c'est aussi un projet qui se situe finalement dans la frontière entre la France et la Suisse, entre le paysage et la ville, si on peut dire. Et donc, il représente un trait d'union pour nous qui était symboliquement fort et qu'on a développé donc dans une image d'un Cointrin où les humains, les êtres humains et la nature puissent reprendre sur les machines. L'aéroport de Cointrin, ou le quartier de Cointrin, était structuré, lui, par des énergies renouvelables, notamment la possibilité de puiser l'eau du lac, de créer donc en superficie un apport d'eau lacustre capable par Génilac, donc de chauffer les quartiers nouveaux et de les rafraîchir en été, de proposer aussi un paysage naturel et artificiel avec un nouveau lac qui a une fonction également énergétique puisque c'est un lac de décantation qui permet aux eaux usées et donc réchauffées de retrouver leur température naturelle avant de retrouver leur cours naturel. Les voies de Saint-Luc, ces voies qui connectent en mobilité douce le paysage et la ville, mais qui sont aussi des réseaux de nouvelles énergies propres, produites localement et consommées localement. Les voies vertes, les couloirs verts, les couloirs braillardiens, fondamentaux pour une bonne circulation de l'air et pour une continuité entre la ville et la campagne. Et on propose également peut-être de repenser des grandes institutions, en tout cas des grands espaces, comme des lieux de marché d'intérêt métropolitain
où l'on pourrait donc distribuer à l'échelle régionale les fruits et les légumes et les produits produits localement. Voilà un zoom d'une renaturation des espaces de Cointrin, avec des espaces donc agricoles, bocagers. La proposition porte aussi sur l'idée de constituer au centre du système une pépinière qui, elle, sera capable aussi de distribuer les arbres, puisqu'on aura besoin davantage d'arbres dans le futur, distribuer ces arbres dans les milieux construits, puisqu'ils seront le vecteur aussi pour la diminution de réchauffement des températures localisées. Deux gares se posent ici devant nous, donc une gare passager et une gare marchandises qui pourraient être connectées donc au niveau international par des systèmes de transport public à haute vitesse. Nous avons proposé aussi une esquisse d'un plan ressources, un plan ressources qui a mis finalement en avant les lieux de production d'énergie locale qui sont ici mises toutes au même niveau. Des fois, elles représentent des systèmes de chaleur pour des quartiers attenants, des fois des systèmes plus importants, mais plus grands. Mais il est fondamental pour nous de commencer ce dialogue transfrontalier de la production d'énergie locale pour constituer un réseau transfrontalier régional des énergies produites localement et consommées également localement. Aussi les zones de transformation futures, qui sont les zones monofonctionnelles, les zones industrielles notamment, la ceinture climatique importante autour de la nouvelle ville, je dirais, qui, elle, sera absente de voitures. Et puis, encore, ce qui nous a occupé dans la dernière partie de nos recherches, c'est de constituer une architecture de conscience qui sera non seulement capable de consommer moins d'énergie, donc d'absorber plus de gaz à effet de serre, mais qui peut-être sera aussi capable de renouer le lien que finalement la modernité nous a fait perdre avec notre environnement localisé. Ça devra être une architecture qui ne devra pas nécessairement être radicale, qui devra cependant parler un langage moderne, puisqu'elle devra s'instaurer dans les zones industrielles. Elle devra intégrer une production artisanale. L'intérêt également de produire localement, c'est aussi de redonner la conscience des produits consommés à l'utilisateur. Intégrer une production alimentaire, notamment sur le toit, afin que l'agriculture intensive soit produite dans des milieux urbanisés pour redonner finalement à la terre agricole son pouvoir ou son potentiel d'agriculture extensive. La production d'énergie locale et zéro carbone devra être davantage intégrée dans l'urbanité, en tout cas dans la ville, et tous les nouveaux quartiers devraient en tout cas produire l'énergie nécessaire pour alimenter les quartiers mêmes, mais aussi pour alimenter les quartiers alentours qui, de par leur passé, ne peuvent pas produire de l'énergie. Constituer une architecture qui est capable de stocker du CO2, notamment avec de l'utilisation de bois notamment. Vivre en collectivité, on a vu aussi avec la crise sanitaire l'importance finalement de constituer peut-être une échelle intermédiaire entre le bâtiment individuel, l'appartement individuel et les quartiers. Constituer aussi une architecture de membrane. Finalement, peut-être qu'on devrait sortir de la question de la surface minimale ou surface maximale d'un logement. Peut-être on doit chercher un dialogue plus important avec l'environnement, imaginer des espaces chauffés réduits en hiver et des espaces qui pourraient se trouver dans l'épaisseur, dans une membrane, utilisables peut-être plus dans des saisons plus chaudes. Et mutualiser des espaces, changer finalement l'optique de l'individuel et du collectif pour mutualiser finalement aussi plus d'espace. Une typologie qui a été développée
dans le bureau propose donc un peu cette synthèse d'éléments qui ont été énumérés avant, une volumétrie importante qui peut s'intégrer facilement dans des zones industrielles, qui peut compléter aussi des halles de production existantes, une typologie qui fonctionne en couches d'oignons avec à son extérieur des couches qui ne sont pas chauffées, donc qui ne participent pas au calcul de la surface énergétique, des espaces réduits au minimum chauffés individuels qui peuvent se développer notamment sur des hauteurs, et un cœur d'espace également non chauffé directement, mais tempéré, d'espaces qui pourront être partagés. Voilà une coupe qui veut montrer un peu ces principes où la production d'énergie devrait être intégrée au sein des quartiers existants et nouveaux. Une production locale, notamment on propose ici d'avoir une boucherie devant les yeux. Peut-être la question de manger local ou de manger végétarien pourrait être dépassée du moment où on pourra voir, disons, sous les yeux, finalement, la chaîne alimentaire s'ouvrir à nous. Des typologies donc en oignon, en pot d'oignon, avec une diminution de l'espace privatif chauffé, une production donc alimentaire sur les toitures. Pour finir cette présentation rapide, ce diagramme qui reprend un peu un diagramme du Club de Rome veut montrer que finalement, pour aller d'une situation existante à une situation future, il n'y a pas un chemin, il y a beaucoup de chemins possibles. Ce chemin avait été fait, en tout cas ce diagramme avait été fait avant la crise sanitaire, et l'on voit qu'il y a des steps qui sont peut-être plus importants que d'autres pour arriver à cette transition. À l'époque, on avait noté une diminution de moins 50% de passagers à Cointrin. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, cette diminution est encore plus importante. Comment y aller est une question qui est délicate, qui détient de l'opinion publique, qui détient des avancées technologiques, qui détient des décisions politiques. Il est important cependant de cerner les quelques étapes qui sont fondamentales, dont une, c'est la question du zoning, l'abolition peut-être de la question des aires industrielles qui ne peuvent aujourd'hui pas accueillir une mixité programmatique importante. Et puis juste une dernière image qui est l'image qui nous a intéressé le plus ou interloqué le plus pendant ce voyage énergétique dans le Grand Genève, c'est de bien cerner qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'il n'y a pas une solution miracle derrière les énergies renouvelables, parce qu'il y aura toujours un déchet qui, lui, qui ne pourra pas être réinjecté dans le circuit, et que finalement la solution elle est fondamentalement dans une diminution de l'exploitation des ressources naturelles et donc de la consommation des énergies. Voilà, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Oscar. Pour tout le monde, vous avez vu, on a traversé quand même des territoires durs de nos formations, avec des axonométries, des détails, des diagrammes de Sankey, des questions effectivement pas du tout faciles à gérer dans le temps qui est imparti. Merci à nos deux orateurs de ces approches à la fois techniques, conceptuelles, humanistes et certainement prospectives sur la transition écologique du Grand Genève. Je vais inviter Ariane Widmer à plonger dans ces sujets avec sa pensée critique, ouvrir le débat, et puis on va par la suite tricoter comme on peut. Je vous invite à vous détendre. On est tellement dans le Zoom et nos cervicales souffrent. Donc, on est là pour discuter, échanger, et voilà, on va discuter. Ariane, à toi. Voilà, j'y vais en effet volontiers. Donc aussi, bonsoir à tout le monde. D'une part, je constate que Dieter Dietz nous a rejoint. Donc, je crois, Dieter, tu n'étais pas là pendant la présentation que Marc Armango a fait de votre projet. Et je ne sais pas, je sais pas si tu as vu quelque chose, mais je pense qu'on a eu un très, très bel aperçu de vos réflexions dans votre équipe. Donc, n'hésite pas à intervenir aussi à partir de là, puisqu'on va commencer à échanger. Je vois aussi qu'il y a de nombreuses questions qui sont là, donc je veux pas être longue, je dirais, dans cette introduction que j'aimerais faire maintenant. Mais c'est vrai que par les réseaux, il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans la question des réseaux.
il y a des réseaux vivants, comme vous les avez appelés, qui sont des réseaux où on a plutôt besoin de reconnecter, reconstituer, parce qu'ils ont été souvent malmenés. Ce sont des réseaux vertueux. Et après, il y a ces réseaux vertigineux qui nous font aussi penser à des films, à Blade Runner ou à des histoires de réseaux souterrains à Ulaanbaatar où se cachent en fait les pauvres Mongols qui n'arrivent pas à trouver à se loger dans la ville. Donc c'est vrai que une des dernières slides, Marc, que tu nous as montré, vous avez essayé de catégoriser, je dirais, vous avez dessiné un carré avec, je dirais, des entrées sur les 4 côtés. Et je crois que penser réseau, quelque part, nous oblige, je crois, un peu à détricoter. Et ce que j'aurais bien aimé peut-être te poser comme question, Marc, ou bien alors à moins que Dito veuille répondre, c'est vrai qu'il y a ces réseaux techniques du sous-sol qui sont un peu des inconnus. Et d'ailleurs, je crois que c'est Madame Grabert qui pose la question, fait le lien avec notre dernier débat sur la question des sols. Donc, on sait aussi que c'est tellement compliqué de planter un arbre en ville parce que les sous-sols sont pris par des réseaux inconnus, dont on a peut-être même perdu les plans. Et d'un autre côté, le réseau, c'est ce qui a permis à la ville de s'organiser. Je veux dire, il n'y a pas eu de ville qui n'a pas été pensée dès le départ en termes de réseau, parce que, de l'eau, les fontaines, donc l'eau qui arrive dans les fontaines, les déchets qui doivent partir quelque part. Donc, le réseau, c'est aussi ce qui a permis de faire de la ville ce qu'elle est. On pense tous à cette coupe du Paris haussmannien où on voit les bâtiments, on voit les transports sur l'avenue et on voit aussi, et le métro, voilà, avec les canalisations souterraines. Donc, le système ville et réseau a toujours, c'est étroitement lié. Manos, tu as dit, c'est un organisme vivant. Et quelque part, comment est-ce que, qu'est-ce que vous nous suggérez pour continuer à utiliser, je dirais, ce que le réseau s'est donné de meilleur, et puis et finalement sortir de cette autre vision du réseau qui est quelque chose d'inconnu et qu'on ne sait pas maîtriser, qui est pas qui à la limite, voilà, et qui est coupé, interrompu aux frontières. Merci beaucoup, Ariane. Je commencerai par dire que je n'ai pas montré les propositions situées qui sont qui font partie du projet parce que dans le temps imparti, je préférais être clair sur la méthode. Moi, j'ai envie de répondre 3 trucs. Le premier, c'est que même s'il y a évidemment du sous-sol à Genève, il n'y en a quasiment pas en dehors de la zone centre, qui est pas gigantesque quand même. Et donc, c'est comparativement à des villes qui ont un grand sous-sol, c'est une ville qui a des sous-sols très spécialisés, y compris les sous-sols auxquels on n'a pas accès. Je pense que tout le monde voit du genre de sous-sol dont je veux parler. Donc, il y a une raison historique à ça, c'est parce qu'on est dans des terrains très inondés, très humides. Et donc, si quand on construit une banque, on a les moyens de faire un bâtiment qui est totalement étanche en profondeur, mais d'une manière générale, la production de situations en sous-sol représente pas un potentiel extraordinaire à Genève. Il y a des villes, par exemple, qui ont beaucoup de sous-sols inutilisés. Il y a vraiment des friches 3D souterraines. Là, on est plus dans des événements linéaires, effectivement, qui suivent certains axes. Cela dit, l'intelligence de toutes les cavités, elle va devoir se développer parce qu'il y a progressivement tout un tas de parkings automobiles qui vont perdre de leur sens. Donc, rien que cette typologie-là, elle va nous interroger sur les dessus-dessous, et ça joue un rôle, évidemment, à la fois dans les scénarios énergétiques et les scénarios de rafraîchissement ou de stockage de produits alimentaires, etc. Donc, il y a à Genève aussi une réflexion à faire sur le sous-sol. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans le cadre du travail de notre équipe, on s'est plutôt interrogé sur le changement inévitable de statut de la rue. Une rue où la majorité des véhicules qui circulent sont en mouvement, mais ne se garent plus.
où les véhicules sont tout simplement moins nombreux, en majorité moins grands, où on va vers une ville qui, pour tout un tas de raisons, multiplie les sens uniques. Et donc, vous allez avoir une disparition rapide du nombre de places de stationnement. Si on ajoute à ça que la rue est un acteur problématique des îlots de chaleur, mais aussi éventuellement une ressource, que la rue reçoit des ruissellements qui vont être de plus en plus intensifs avec des orages très violents, on peut imaginer qu'un certain nombre de rues, il ne s'agit pas de piétonniser de manière systématique ou de dénier à la rue son rôle d'artère de circulation, mais on peut imaginer qu'un certain nombre d'entre elles deviennent essentiellement des parcours plantés, aptes à recevoir des quantités d'eau assez importantes, à les ingérer, à les transformer, à les déplacer. Enfin, voilà. Donc, c'est à la fois une nécessité, disons, de gestion de l'impact de la crise climatique, mais aussi un nouvel horizon avec des conséquences sur la qualité de l'air, sur les sociabilités qui sont absolument extraordinaires. Alors ça, typiquement, c'est un enjeu de réseau au sens où nous, on l'envisage. C'est-à-dire que, bien sûr, ce qui motivait notre intérêt pour la question des réseaux, c'est est-ce qu'il faut aller vers des réseaux en boucle ou continuer à faire des réseaux linéaires universels? Il y a tout un tas de questions très contemporaines et prospectives, mais il y a aussi la prospective des typologies qui fabriquent la ville, qui sont toutes informées par les réseaux et qui sont susceptibles d'être assez profondément modifiées dans un temps court. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que chaque équipe fait une sorte d'exercice, donc je ne vais pas montrer, mais que je peux vous décrire en quelques mots, qui vise un peu à démontrer le potentiel de projet qui est activable. Et autant ce que je viens de vous décrire, aussi bien sur les sous-sols que sur l'évolution de la coupe de la rue, c'est quelque chose qu'on peut dessiner pour en donner l'idée, mais on comprend bien que ça va se faire projet par projet, c'est une évolution de toute la profession. Autant il y a des typologies de projets qui peuvent être engagés très vite sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même 10% du territoire du Grand Genève, c'est beaucoup, hein, 10% mutables, et qui peuvent être envisagés comme des outils dans le grand scénario de la transition écologique, c'est-à-dire à la fois dans des objectifs de plantation massive, de restauration de zones humides, de démultiplication de programmes. Je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut revenir sur le zoning quand c'est possible. Bon, après, régulièrement, il y a quand même des catastrophes industrielles qui nous rappellent que ce n'est pas toujours possible. Et donc, comme il faut sortir du nucléaire, il faut aussi sortir de certaines formes industrielles en fait, qui font peser des risques sans lesquels on ne pourra pas sortir du zoning. Donc, ces territoires de flexibilité, ils sont à l'échelle du Grand Genève. Donc, ils sont moins dans les zones denses que vous connaissez tous, que vous pratiquez au quotidien, et qui sont celles, d'ailleurs, qui vous préoccupent, mais qui sont des ressources, peut-être, en termes de puissance de transformation, qui sont plus grandes, qui sont à l'échelle, en fait, du grand scénario géographique. Et ça revient à la question du début, est-ce qu'il y a beaucoup de sous-sols à activer ? Pas forcément. En fait, le Grand Genève, il est plutôt topographique que dans le sol. Hein, il est plutôt dans le jeu de l'hydrographie que dans l'épaisseur, aujourd'hui en tout cas. Et donc, c'est cette topographie qu'il faut réinterroger. Et on a vu partout dans nos observations que les bassins versants ne sont pas respectés, par exemple. Qu'il y a des principes élémentaires, disons, du fonctionnement de la nature qui pourraient servir de guide, voilà, à une reprogrammation à l'échelle du Grand Genève. Encore une fois, si c'est ça la question, en tout cas, nous, on a pris la question, non pas dans son extension maximale par le bout du grand, mais plutôt en se demandant jusqu'où il faut aller en termes d'échelle pour que ce soit vraiment une ressource qui renverse la table. Je vais profiter si on change d'échelle, et c'est ce que vous avez fait, Oscar, dans le dernier élément de vos présentations, finalement, vous êtes même posé la question de l'immeuble, de l'architecture, et puis ça, je pense que ça nous ramène, donc
aussi dans l'idée, si j'ai bien compris, d'une production plus locale d'énergie. Hein. C'est d'ailleurs un des leviers, je crois, que vous avez énoncé comme levier possible finalement pour réduire notre consommation, ou en tout cas pour changer la manière de la produire et de la rapprocher, avec cette idée de cette architecture, je dirais, qui est plus proche des cycles de production, etc. Vous rejoignez quelque part aussi l'idée de la ville du quart d'heure, si j'ose dire, puisqu'en fait, avec cette manière de travailler, je dirais, le bâti ou le quartier, en fait, vous lui donnez une identité une nouvelle identité possible et peut-être aussi un sens nouveau. Donc, j'aimerais bien vous entendre comment est-ce que, à partir de cette idée d'un bâtiment vertueux, si j'ose dire, d'un point de vue énergétique, comment est-ce qu'à partir de là, tout ça, ça peut, dans un tissu urbain, Genève est urbain, et la densification, elle va principalement se faire dans des milieux déjà urbanisés. Comment est-ce que vous pensez que cette pensée, je dirais, de cette architecture vertueuse d'un point de vue énergétique peut-elle contribuer à renforcer ou à constituer ces entités, ces quartiers, cette ville? Oui, merci pour la question. Peut-être avant de répondre à ça, je voudrais juste sauter ou en tout cas dire un point sur la question des réseaux qui nous a quand même beaucoup occupé aussi. Et, on est parti finalement de l'idée que la question des réseaux est quelque chose qui est toujours caché, mise un peu en arrière dans la compréhension de la gestion de l'espace. Et c'est finalement un peu ce qui s'est passé jusqu'à peut-être l'exemple de Beaubourg au niveau du côté technique, au niveau architectural. Donc, ce qu'on voulait proposer par disons, nos inputs au niveau énergétique, c'est de considérer les réseaux de production et de distribution énergétique comme faisant part d'éléments capables de créer de l'espace et de gérer de l'espace. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, planter un arbre, effectivement, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Les routes sont saturées, les sous-sols sont extrêmement chargés. On connaît aussi dans des excavations archéologiques que finalement, ce qui reste, ce sont effectivement ces réseaux. La question est de savoir si on peut, effectivement, dans cette question d'urgence, de gestion des réseaux, retravailler et rouvrir nos villes, ou est-ce qu'on ne pourrait pas gérer ça d'une façon intégrée avec une gestion spatiale. On connaît aussi dans certains exemples, je dirais presque de guerre, en tout cas des questions d'urgence, notamment dans la Russie de l'Est, où on a effectivement dans l'espace ouvert la gestion des réseaux. C'était ce qu'on a vraiment voulu proposer, en tout cas dans cette question avec la proposition des voies de Saint-Luc, des voies qui sont constituées ou construites de terres locales, peut-être de terres d'excavation, qui pourraient peut-être compenser une problématique importante sur le Genève, et qui sont capables de gérer donc vraiment les réseaux de chaud et de froid et énergétique, mais aussi de constituer un nouveau réseau de transport public, de transport de mobilité douce. Quant à la question du tissu bâti, donc on est bien conscient qu'on ne va pas résoudre la question du bâti dans une baguette magique et qu'il est important de considérer une ville diversifiée avec un nombre différent de typologies ou d'offres typologiques. Il était la question surtout de comprendre comment aller de l'avant, comment partir de notre patrimoine, je dirais, industriel et moderne, et comment pouvoir imaginer une transformation de ces sites maintenant monofonctionnels dans un langage moderne, industriel, dans une logique qui la suit pour amener de façon relativement rapide du changement et de la densité. L'idée est bien entendu de garder le maximum de densité et de faire en sorte que les programmes puissent entrer en collision pour amener le plus rapidement possible de la diversité dans les zones monofonctionnelles. Et l'identité qui se dégage par ces machines à habiter ou ces machines à transition sera très, très forte aussi. Et on a appelé cette typologie la typologie de la conscience parce que pour contrer, je dirais, la modernité, il ne faut pas revenir en arrière, il faut peut-être utiliser son langage
Mais l'important, c'est de renouer un lien avec la production locale d'énergie et alimentaire et de biens de consommation. Donc l'idée, c'est de renouer une conscience finalement locale de la question énergétique et de la question de la consommation. Alors, je ne sais pas, est-ce que toi, tu voudrais encore ajouter quelque chose par rapport à cette question aussi d'échelle finalement de ces réseaux et par rapport à la capacité des réseaux de relier peut-être justement des territoires plutôt que de les fragmenter? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, merci pour la question, Ariane, et merci aussi pour les présentations. Effectivement, j'aimerais rebondir sur ces questions des échelles parce que je pense un des aspects qui est vraiment fondamental dans toutes les questions qu'on traite, c'est vraiment quelles sont effectivement les relations que nous maintenons quand même avec le vivant. Donc, par exemple, notre équipe, justement, on a travaillé sur l'idée de métaboliser les invisibles. La question du vivant même, on pourrait dire, justement, les processus qui constituent le vivant, souvent ne sont pas visibles. Donc, les métabolismes, les processus chimiques, on pourrait aussi parler même de la pensée, n'est pas directement visible. Et ce qui me semble très important là-dedans, c'est que finalement, pour prendre action, il nous faut connecter avec un sujet. Donc, comment on se connecte avec quoi que ce soit. C'est pour ça que, par exemple, la proposition de Oscar concernant, disons, une conscience vis-à-vis justement, par exemple, les flux alimentaires, etc., nous semble très important. Mais dans ceci, ce qui est très important, comme ces métabolismes et ces relations entre nous et le vivant sont tellement complexes, finalement, je pense, la question de base qui se pose, c'est comment nous pouvons, nous-mêmes, nous reconnecter en tant que société avec ces processus. Parce que finalement, la scission, elle est là. Hein, donc, on n'est plus, dans ce sens, on est tout à fait complémentaires, je pense, entre les équipes. Ces processus sont déconnectés de notre conscience et du coup, littéralement, souvent même déconnectés entre eux-mêmes. Les réseaux sont toujours spécialisés, donc du coup, il se pose la question comment reconnecter ces dimensions. Et pour ceci, il me semble, il est essentiel de littéralement, pas seulement penser les grandes idées, mais littéralement être capable de rendre tangible ces dimensions très importantes. Et rendre tangible, c'est peut-être souvent pas seulement de parler des grandes cités, mais justement de trouver les points où, effectivement, c'est possible de changer quelque chose. Donc, par exemple, la situation sanitaire a montré des changements importants de l'espace public, à la fois par une différence dans la quantité de l'appropriation, mais également justement par les changements, par exemple, de rue en route de vélo, etc. Mais ce qui est très important avec ceci, il me semble, c'est que si on imagine un projet ou des projets, c'est la première action. Si on est en urgence, quelles sont les premières actions? Et on est déjà en urgence. On est vraiment déjà passé les urgences. Et du coup, la question se pose, c'est comment demain déjà pouvons-nous agir? Et personnellement, dans la question des transcalarités, il me semble que aussi les très petits projets, effectivement, peuvent faire une très, très grande différence. Donc, par exemple, c'était déjà mentionné, effectivement, je pense là, il y a d'éléments qui se superposent également. Où sont les points de pression dans les systèmes? Donc, par exemple, comme Donella Meadows le posait, si on arrive à faire basculer un moment dans un système, si on trouve le point exact, on pourrait effectivement changer beaucoup. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Marc l'a mentionné, le projet de passage paysage qu'on traite, qui cible sur les routes cantonales qui sont au milieu de tout système de mobilité privé en Suisse. Si on arriverait à rendre ces routes, et là, de nouveau, il y a, je pense, des parallélités, si on arrive à rendre ces routes attractives pour toute mobilité, ça change tout.
Aujourd'hui, ces routes à Genève, c'est extrême. Ces routes cantonales sont des barrières qui réellement divisent le territoire. Donc, on a fait une carte où on voit que la route cantonale entre Meyrin et Genève, et après Pont-Butin, et après en Saint-Julien, c'est littéralement des barrières sur des kilomètres où j'arrive même pas à passer la rue parce que je ne peux pas à pied. Et du coup, il est assez logique que je ne vais pas marcher le long. Du coup, c'est aussi assez logique que je ne vais pas nécessairement prendre le vélo si je peux faire un détour de 1 kilomètre ou plus juste pour changer de direction. Et ces petites questions, donc là, on n'est pas dans les grands réseaux lourds, quelquefois on est dans les pratiques de nous, comment on pratique le jour, chaque jour, comment on pratique le territoire littéralement, hein, depuis chez moi jusqu'au travail, depuis mon travail à rencontrer quelqu'un, et qu'est-ce qui se passe dans ces moments finalement, je pense, pour changer, tout ça change vraiment de perspective si on intègre cette dimension. Donc le vécu, donc vivant pas seulement dans le sens des réseaux et des métabolismes, mais aussi de la conscience du vécu de chaque jour est important. Donc si on arriverait par exemple justement à rendre accessible et attractif tous ces réseaux qui sont existants en changeant l'hiérarchie entre les différentes partenaires, si on veut. Donc si vous pourrez quand même voir un partenariat entre le vélo, la voiture, la marche, etc., et pas une scission, peut-être ça changerait déjà beaucoup. Donc, par rapport aux échelles, ce qui est important là-dedans, on est en train de monter un projet sur le niveau de la Suisse parce qu'on pense, là, effectivement, si on remet en relais aussi les différentes manières d'attaquer ces questions par rapport à la science, on pourrait créer vraiment des leviers importants par rapport à un changement. C'est juste un exemple, bien sûr, mais un changement de transition écologique. Je crois que je vais passer la parole maintenant à l'équipe de Panos pour qu'on puisse prendre ces nombreuses réponses. J'aimerais peut-être juste déposer une chose maintenant avant de te passer la parole, Panos, et je crois que c'est quelque part aussi contenu dans certaines de ces remarques, c'est que finalement, certains réseaux ont la capacité de mutualiser des fonctions. D'autres, en fait, ont perdu cette capacité. Je dirais, ils sont devenus complètement spécialisés. Et je crois l'appel que vous faites, entre autres, l'équipe avec les réseaux invisibles, c'est justement de permettre, en tout cas à certains réseaux, lorsqu'un réseau est une route, en devenant une rue, en pouvant accueillir d'autres fonctions, peut-être certainement qu'il va gagner, je dirais, dans son effet structurant et puis je dirais positif pour son environnement. Cette capacité, effectivement, combien les réseaux sont-ils capables d'être mutualisés pour différentes fonctions, ou bien est-ce qu'on est capable de quitter, je dirais, le réseau super spécialisé où chaque énergie, chaque déplacement, chaque fluide a besoin de son propre réseau, ce qui nous amène probablement effectivement à une situation un peu chaotique. Donc, je ne veux pas être plus longue maintenant ici et je te repasse la parole, Panos. Merci beaucoup, Ariane. Je m'attache tout de suite à ta dernière remarque qui, je pense, très juste et très intéressante parce qu'elle pose la question entre l'hybridation et la plurifonctionnalité et la monofonctionnalité et, disons, la capacité du réseau. En réalité, plus le réseau est monofonctionnel, plus il est capable de faire passer du débit. Plus il est plurifonctionnel, moins il y a du débit. Parce que forcément, il y a d'autres débits qui doivent passer en même temps. C'est très simple, c'est mathématique. Si des gens et des animaux et de l'eau qui doivent passer en même temps, il y aura moins de gens et moins d'animaux, mais il y aura quand même une une existence parallèle de plusieurs choses. Ça, c'est une question intéressante qui correspond un peu à ce que je vois un peu passer dans le chat par rapport à l'aéroport. C'est-à-dire le fait que Oscar propose la disparition de l'aéroport signifie qu'en fait, on perdra probablement, selon sa proposition, une infrastructure monofonctionnelle qui fait passer du débit, des personnes, au profit d'autres débits et d'autres présences. Et la question qui est posée, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on voudrait voir disparaître la Genève internationale et des activités connexes que ces débits monofonctionnels permettaient à exister?
Donc, toute la question qui se pose probablement dans cette nouvelle approche des réseaux, c'est certainement la décision politique, l'arbitrage, on va dire, social, les arbitrages nombreux qui doivent se faire entre les plus et les moins des débits et donc les populations qui en profitent et qui en profiteront. Comment donc peut-on aborder cette question, Marc, Oscar et Dieter, sur les arbitrages politiques, sur la question comment est-ce que les urbanistes que vous êtes peuvent aider un système d'acteurs à prendre position, à arbitrer à un moment donné sur les caractères que le nouveau réseau devrait avoir? C'est une question centrale parce que je pense que j'espère que cette discussion ne paraît pas trop technique aux gens qui nous écoutent. Et puis en plus, il y en a aussi qui sont encore plus qualifiés que nous, sûrement. Donc, c'est difficile de trouver le registre exact. Mais là où ça retombe dans du projet, c'est qu'il me semble que là où on pourrait être utile immédiatement, c'est en discutant avec les différents acteurs de réseau pour leur proposer effectivement de mettre en lumière, disons, les potentiels qu'on a vus apparaître, mais peut-être aussi pour entendre ce qui sont leurs propres perspectives, évidemment très riches, informés, plus riches que nous, forcément, c'est leur métier. Et à mon avis, à la rencontre de ces deux compétences, disons que nous, on a constitué notre compétence en posant une question stratégique à l'échelle de la consultation. Eux, ils le font soit en gérant un réseau à la fois, soit en faisant partie de l'administration qui gère plusieurs réseaux à la fois, mais avec relativement peu de transversalité. C'est même pas une critique, c'est un état de fait. Et donc, peut-être qu'il faut passer par des assises des réseaux, entre guillemets, ou un format comme ça de mise en commun avant de faire les appels d'offres et de dire vite, 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 faisons ci, faisons ça, puisque probablement que Oscar le dirait beaucoup mieux que moi sur la question énergétique, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la mutualisation, synergie, enfin toutes ces stratégies-là, elles peuvent vite devenir des fausses bonnes idées ou au contraire, avoir une efficacité qu'on ne soupçonne pas. Et donc ça s'étudie à la fois dans sa dimension technique, mais dans ses effets spatiaux. Donc c'est tout de suite très architectural, c'est des questions d'espace public, c'est des questions de paysage. En réalité, on vit tous dans un paysage de réseau qu'on ne voit pas comme tel, on ne le voit plus. Mais en fait, voilà, une ville la nuit, c'est le moment où certains réseaux sont extrêmement évidents, mais le jour, c'est plus flou. Oui, c'est comme un rayon X de la ville la nuit, tu passes la ville en rayon X. Et Oscar ou Dieter, peut-être Oscar d'abord et puis Dieter. Si je peux me permettre, je pense que ce n'est pas qu'on ne voit pas les réseaux, c'est peut-être qu'on ne veut pas les voir. Je crois qu'en tant qu'architecte urbaniste, finalement, on doit s'occuper de la qualité des espaces et de la qualité des réseaux. Et donc, ce qui se pose devant nous, c'est un peu le prix. Tu parlais, Panos, avant du débit, bien sûr. Alors certes, l'aéroport permet un débit de plus en plus fort de passagers internationaux, certes. On peut se poser déjà, d'une part, quel type de passagers, pas qu'il y en a qui sont nombreux d'autres, mais en tout cas, quel est le coût que paye finalement l'espace du Grand Genève pour permettre à X millions de passagers de faire leurs vacances à Ibiza, si je peux me permettre de prendre cet exemple. Donc, oui, la question, est-ce qu'on ne peut pas sortir aussi tout simplement de la question de la performance quantitative pour revenir à une question de la qualité des espaces qui nous entourent? La politique d'augmenter l'espace viaire pour augmenter le flux de voitures, ça fait quand même un moment qu'on sort de cette logique. La question est, c'est à partir de quand on sera prêt à rentrer dans ce discours aussi au niveau notamment de l'aéroport. Alors certes, c'était très provocatif comme discours, mais je pense qu'en tant qu'architecte urbaniste, on se doit aussi de lancer des discours, de lancer des débats. C'était bien sûr un des buts de projet de l'aéroport, mais c'est tout de montrer à quel point le Grand Genève peut gagner en qualité en laissant de l'espace qui maintenant veut aux machines. On parlait avant de traverser une route,
Mais là, on ne peut pas traverser des sites gigantesques qui sont complètement, qui délimitent complètement qui clivent finalement des régions très importantes du Grand Genève. Donc, alors, nous, on n'est pas du tout contre la Genève internationale. On peut tout à fait imaginer des vols très importants par des avions solaires, même au départ d'Annemasse. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir à partir de quand on prend conscience des conséquences en fait, de la quantité qu'on veut pouvoir permettre pour traverser dans un territoire qui est relativement petit que celui du Grand Genève. En sachant qu'il y a quand même des projets, de plus en plus de projets en tout cas qui proposent des trains à haute vitesse. L'Europe par rapport à la Chine est en très grand retard. Dans des trains à haute vitesse, on pourrait imaginer d'être très rapidement dans des aéroports internationaux qui pourraient rester de Zurich ou de Lyon, par exemple, qui maintenant déjà offrent une plus grande capacité. Donc pourquoi pas imaginer finalement un scénario où les vols internationaux peuvent toujours partir d'un nombre réduit d'aéroports qui sont peut-être abrités dans des territoires qui le permettent. Parce qu'il faut quand même dire que l'emplacement de l'aéroport au sein du territoire du Grand Genève est certes intéressant pour les vols internationaux, pour la Genève internationale, mais de nouveau, au dépend de qui. Donc peut-être en imaginant un scénario futur, en acceptant de perdre finalement un certain nombre de conforts, on gagnera beaucoup plus en qualité. Et Dieter, un mot encore ou pas aussi? Oui, peut-être parce que je pensais, c'est justement le point, parce que souvent, je pense à la question de l'arbitrage que tu as posé est souvent liée vraiment aussi aux questions directement de nouveau vécues. Donc, par exemple, je pense dans l'arbitrage, on peut aussi mettre littéralement en question qu'est-ce qu'on doit vraiment trier avec de la force et qu'est-ce qu'on pourrait quand même inciter plutôt via, par exemple, donner envie. Donc, j'aimerais juste partager ici par écran un instant ça. Une chose qu'on avait fait par rapport à justement la mobilité active, ce qui est assez absurde aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans une condition, souvent on va prendre la voiture pour aller de la maison au travail de nouveau. Par contre, pour justement le temps libre, on va prendre de nouveau la voiture pour arriver aux stations de ski. Et finalement, l'échelle, donc ici on a superposé Verbier sur le Grand Genève. Et vous voyez, effectivement, on fait ces distances là justement pour le loisir, mais finalement, on pourrait imaginer, surtout comme le paysage autour de Genève est effectivement littéralement une ressource incroyable, d'une beauté incroyable. Donc, on pourrait peut-être quand même inciter, juste en aménageant notre territoire de manière plus attractive, on pourrait imaginer que quand même je vais prendre le vélo le matin au lieu de justement la voiture où je vais être dans les bouchons. Donc, c'est un peu provocateur également, mais je pense qu'il faut aussi penser cette dimension-là, pas seulement les lois, les questions de comment justement protéger l'un de l'autre, mais plutôt voir comment on peut convaincre littéralement la population de changer de certaines manières de comment on est habitué de faire les choses. Permettez-moi maintenant un peu d'ouvrir vers la question, la parole à la salle virtuelle. Certainement, il y a des questions, des remarques. Je trouve ça passionnant, cette volonté de métaboliser les invisibles et puis tout ce qui s'est dit. Il y a des mots qui m'ont manqué, puis un que je voudrais ressouligner, que celui de résilience, qui a été utilisé plusieurs fois, à prendre avec des guillemets, parce que la question, c'est la résilience de quoi, pourquoi et de qui, pour qui. Et on voit que ça change tout selon ce qu'on met derrière dans ce panier-là. Mais je voudrais dire quelque chose sur un mot qui nous manque peut-être et qui est évidemment difficile à gérer quand on parle des réseaux, c'est celui de solidarité. En fait, on voit que les équipes, par exemple, d'Enedis qui travaillent sur le futur de l'énergie électrique, sont en train, avec les réseaux d'intelligence, microgrid, l'îlotage et la connexion des énergies renouvelables avec le grand réseau national dont on a besoin, parce que c'est une forme de sécurité de diffusion de l'électricité absolument incontournable. On voit que cette question des solidarités nous oblige à repenser complètement la façon dont ça circule, les endroits où ça circule, les nœuds et les échelles. Donc effectivement, tous ceux qui ont fait appel à la notion d'interscalarité
nous renvoie vraiment à la vraie question et on ne peut pas parler de résilience sans traverser les échelles. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait, de mon point de vue peut-être, réinterroger ce qui bouge. Qu'est-ce qui est mobile ? Parce que, en fait, sinon, on va rester dans cette logique linéaire des réseaux et on voit bien qu'on a à faire face aujourd'hui à des aléas, des vulnérabilités, des aléas climatiques, des crises sanitaires, climatiques, économiques, etc., qui ont tendance à faire plonger tout le monde vers l'idée de sécurité. Alors, il faudrait qu'on sorte de cette notion de sécurité qui renforce la linéarité des systèmes en les fermant et qu'on aille vers l'idée de sûreté qui ouvre les systèmes. C'est la différence entre le policier et le pompier, quoi. Il faut ouvrir les systèmes, trouver leur communication possible et repenser les réseaux dans une pensée systémique de ce qui bouge et de ce qui traverse des milieux et retravailler du coup ses limites. Voilà, c'est ce que je voudrais apporter comme outil pour renverser le sens de la question. Merci beaucoup, Sabine, ce qui m'a fait me tourner vers Jean-François Capet, qui a travaillé quand même longtemps sur la ville comme espace de santé, où la santé est, où la ville offre ou pourvoit la santé pour la population. Jean-François. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, je travaille avec Marc sur le visible depuis des années. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble avec Suez à l'époque sur les réseaux, sur l'invisible des réseaux. Ce qui nous a toujours marqué, je pense, c'est des formes d'absurdité qu'on pourrait révéler assez facilement. Et dans la méthode dans laquelle nous avons fait notre travail, c'est d'essayer de révéler ce qu'on appelle, nous, des paradoxes fertiles, c'est-à-dire des éléments qui, quand ils sont juxtaposés, qu'on ne juxtapose habituellement jamais, révèlent une nouvelle façon de présenter, de mettre à plat le problème. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, parce que vous savez, tu sais que j'ai construit pas mal de grands ouvrages environnementaux, et c'est comme ça que j'ai participé le plus à l'étude du Grand Genève. Et chaque fois qu'on a essayé de regarder ces grands ouvrages de plusieurs milliards d'euros, là, on est en train de construire encore un très grand ouvrage, chaque fois qu'on essaye de regarder la vision un peu différente, de réorienter la vision, on finit par changer considérablement le projet. Et on travaille avec des ingénieurs sur ces sujets-là, et pour le bénéfice de tous, à la fois le bénéfice économique et à la fois le bénéfice écologique, parce que ça va toujours plus ou moins ensemble. Et cette façon de voir, en fait, est très liée effectivement à la notion de santé et de bien-être. Et quand on prend ces éléments, quand on passe par exemple, de l'environnement à l'écologie, quand on passe de la santé au bien-être, quand on change les échelles, quand on parle de la ville à la métropole, par exemple, et on se rend compte qu'il y a des échanges qui sont incontournables, mais que l'on ne fait pas. Et ce qui m'a marqué dans le Grand Genève, justement, c'est qu'il y avait d'une part la ville dense qu'on connaît tous, Genève, et puis tout cet espace autour, tout ce territoire avec la complexité du transfrontalier, tout ce territoire qui peut apporter beaucoup de bénéfices à la ville, des échanges possibles. Et ces bénéfices-là, on dit toujours que la nature apporte des choses, mais nous, on doit aussi apporter à la nature pour que cet échange se fasse. Et cet échange, c'est presque un sujet de laboratoire pour le Grand Genève. Vous avez une chance, c'est une chance incroyable pour le territoire. Tout est là, et cet échange nature-ville est tout à fait possible, d'autant que la population est très motivée sur ces choses-là. J'ai eu un frère qui habite en Suisse, donc je vais très souvent en Suisse et je commence à connaître la mentalité un petit peu, et je trouve qu'ils sont très ouverts à cette possibilité-là. Il ne s'agit pas de changer le confort des personnes, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais il s'agit de montrer qu'on doit, nous aussi, quelque chose à la nature
et non pas seulement aller chercher ce que la nature nous donne. Et cette façon de réorienter le projet concret avec des éléments de santé, de bien-être, des éléments qui sont fondamentaux finalement. Quel est l'objectif de la ville? C'est du cadre de vie que l'on crée. C'est quand même de protéger l'humain et de le rendre, et au moins de protéger sa santé. Or, on sait qu'aujourd'hui, le cadre de vie est à 70% responsable des problèmes de santé de l'homme. Donc, en fait, on construit un environnement qui détériore notre santé et qui détériore notre bien-être. C'est quand même pas normal. Donc, il s'agit d'essayer de réorienter un petit peu. Souvent, c'est très peu de choses. Le progrès, ce n'est pas de tout bouleverser. C'est quelquefois de simplement changer l'angle de vision des choses et essayer de voir les choses autrement, sans pour autant rejeter tout le reste. Au contraire, s'en servir. Se servir d'une dynamique qui existe. Par exemple, si je prends le problème de tous les gestionnaires de réseau, ils ont une dynamique très forte, c'est des sachants, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font, qui connaissent parfaitement les choses. Et il suffit de se mettre dans cette dynamique-là et hop, de changer à peine un peu l'angle de vue et de voir que peut-être il peut y avoir des changements possibles, des mutualisations possibles, des modifications, même mineures, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se pose pas beaucoup de questions par rapport au bassin versant, par rapport aux nappes phréatiques, par rapport aux caprices du Rhône, du fleuve. On connaît très bien le CNR, je travaillais beaucoup pour le CNR, donc les caprices du fleuve sont très importants pour Genève. Et c'est parce qu'il peut avoir des conséquences énormes. L'inondabilité de la ville de Genève, c'est pas une utopie, hein. C'est une vraie possibilité. On a fait ça sur New York, il y a Big qui a fait des grands projets sur New York, mais il faudrait le faire sur Genève. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un gros problème de montée des eaux sur Genève, par exemple? Bon, je ne veux pas continuer, je ne veux pas être catastrophique, mais je voulais simplement dire que quelque part, ces petites choses, ces petites orientations, à peine sans bouleversement, sans grandes idées, sans grand bouleversement, comme peut-être le montrer. Il y avait l'histoire des aéroports, je ne sais pas ceux qui font les Biennales de Venise connaissent, je crois qu'il y a 2 ou 3 sessions, c'est-à-dire 6 ans, il y avait le premier prix celui qui avait remporté le pavillon polonais, je me souviens. Justement, il parlait de la transformation des aéroports en fermes, où que les avions disparaissaient et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Bon, voilà. Merci Jean-François. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. On arrive vers la fin de notre discussion. On essaie de rester un peu dans la précision à peu près suisse. Je pense qu'on a quand même essayé de trouver comment une ville qui était considérée jusqu'à un certain moment comme un habitat desservi peut être vue aussi comme un réseau habité, donc complètement renverser la pensée. Et là-dedans, entrer aussi, non pas seulement par la grande porte de la radicalité, mais comme dit Jean-François, par les petits pas, par les petites améliorations. Ça me rappelle ce que disait Ariane, finalement, ce n'est pas nécessairement une révolution, Ariane Widmer, mais ça peut être un virage serré de la ville, n'est-ce pas, Ariane? C'était le terme que tu avais utilisé, si tu veux avoir une dernière remarque là-dessus, mais c'est important quand même de se rappeler que tout ce travail sur la ville par les réseaux nous oblige disons, à la fois parler des radicalités, des changements incrémentaux, de renversement des regards, ce qui nous paraît aujourd'hui important pour le territoire qui auront face à eux, comme a dit Sabine, une question de résilience à résoudre, et pour qui, et quand, et à quelle taille. Merci énormément de votre présence ce soir, et donc, bonne soirée à vous tous.